du corps médical, de la communauté médicale. Je vais vous raconter mon histoire et ma trajectoire qui m'a fait arriver vers la pédagogie des sciences de la santé et la pédagogie universitaire. Qu'on affiche, s'il vous plaît. On affiche. Voilà. Donc, j'ai atterri en Amérique du Nord en 2002, l'an 2000, un certain 5 janvier. Alors imaginez-vous, moins de 10, la neige jusqu'ici. Je ne savais même pas comment marcher sur la neige et la glace. Donc je ne vous dirai pas combien de fois je suis tombé. Mais je me relève parce que les personnes fortes, ce sont ceux qui se relèvent. Et c'est très important. Donc en arrivant au Canada, le système de santé était fermé. J'ai obtenu mes équivalences au bout de 2 ans et je suis rentré en résidence de médecine interne. En Algérie, j'étais réanimateur les environs d'Alger. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que je me suis intégré dans le système de santé québécois, je me suis rendu compte de quelque chose. J'étais réanimateur et j'avais des connaissances comme ça. Et je ne règle pas un problème comme ça. Eux, ils viennent avec des connaissances juste comme ça et ils résolvent des problèmes cliniques comme ça. Ça m'a tapé dans la tête. Je me suis dit, c'est pas normal. Je suis réanimateur avant tout et je suis algérien. Ou le kibda raïf Dzaïr. Comment ça se fait que j'arrive pas à faire comme eux? Et c'est là où j'ai commencé à creuser. Et là que j'ai découvert la faille. La faille, c'était quoi? C'est les apprentissages, c'est les pédagogies médicales. C'est ça ce qui est important. Eux, on leur apprend à raisonner. Parce que notre façon de se former chez nous en Algérie est basée sur la transmission des connaissances et le cumul des connaissances. Tandis qu'en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus la pratique et surtout le raisonnement clinique. Le raisonnement qui est à la base et le fondement de tout métier. Un praticien qui ne raisonne pas, il ne connaît pas bien son métier. Donc ça a commencé à me travailler durant toute l'année. Eux, ils travaillent, moi je réfléchis à la faille. Parce que j'ai compris, c'est de ça que mon pays a besoin. Où on ne forme pas les médecins, on les fabrique. Ils ont même une modélisation. Donc pendant 4 ans, j'ai tout pris. J'ai tout pris sur leur façon de former, leur façon de faire l'enseignement, les apprentissages, l'évaluation des apprentissages. J'ai appris beaucoup de choses. Et là, j'ai décidé d'aller vers cette voie. Parce que c'est la voie que j'aime. Il faut aimer ce qu'on fait. Lorsqu'on n'a rien aimé, on aime ce qu'on a. Et c'est à ce moment-là que je me suis concentré sur la pédagogie. Donc je me suis dit, étant que médecin, je n'ai pas de connaissances en pédagogie. La chance au Canada, c'est que tu peux te former le long de ta vie. Donc j'ai fait une maîtrise en pédagogie médicale qui m'a pris 3 ans. Et en pédagogie plus simplement, avec une option d'1 année en pédagogie médicale. En fait, on ne dit pas pédagogie médicale, on dit pédagogie des sciences de la santé. Par la suite, j'ai fait une autre année supplémentaire en pédagogie universitaire. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé. Puis je voulais m'orienter vers les nouvelles technologies. Et là, j'ai fait une autre maîtrise en technologie éducative à la TULUC de Québec, l'Université de Québec. Et là, je suis allé travailler, ou bien j'étais un chercheur invité à la MATI. MATI, ça veut dire Maison d'apprentissage en technologie informatique à l'Université de Montréal. Donc, j'étais chanceux de faire ce parcours. Par la suite, j'ai commencé une autre maîtrise avec Sherbrooke sur la gestion de formation, mais je ne l'ai pas terminée. Bezaf, khlas, il faut savoir s'arrêter dans sa vie à un certain moment. Mais j'avais besoin de cette formation, c'est pour la gestion de projet, la gestion de formation, la mesure du risque de gestion d'une formation continue. Ceci dit, à un certain moment, je me suis dit, tout ce que j'ai appris, il faut qu'il arrive en Algérie. Il faut servir la communauté. Je me suis senti redevable envers mon pays et envers la communauté. Et j'ai bénéficié de rien du tout de mon pays, mais comme on dit, je vais vous le dire, le kibda, haïf Dzaïr, Allah ghalib. Donc, j'ai décidé de m'investir en pédagogie et par la suite, j'ai commencé à réfléchir.
est-ce que je descends en Algérie pour faire des ateliers, donner des conférences? Ça coûte cher, ça demande des efforts et c'est fatigant. Traverser 8000 km 3-4 fois par an, c'est beaucoup. Puis toute l'organisation qui ne suit pas. Donc je me suis intéressé à aller vers les formations en ligne. Et pas n'importe quelle formation en ligne. Donc la première des choses à faire, il faut faire une gestion de projet. La première des choses, il y a le risque financier qui m'a coûté une belle bagatelle sur une période de 2 ans. Puis j'ai consulté des experts. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a des risques. Quand tu lances un projet de formation en ligne en Algérie, il y a des risques. Le premier risque, en 2012, c'était l'absence de culture de formation en ligne. On n'avait pas cette culture. Le débit Internet, les gens sont tendance à s'en aller beaucoup plus vers le présentiel. La deuxième risque que j'ai pris, c'est l'absence aussi de culture de formation à la pédagogie. 2012, la pédagogie, tout le monde entend parler. Et comme des flags, tous les Algériens, c'est des mécaniciens. Et tous les Algériens, je ne dirais pas tous les Algériens, dans la communauté concernée, c'est des pédagogues, ce qu'on appelle communément des pseudo-pédagogues. Voilà. Par la suite, j'allais abandonner le projet. Et il y avait un autre Algérien à l'HEC de Montréal qui m'a conseillé. Il m'a dit ceci: et si tu transformes les deux risques en des avantages. Il m'a donné un livre à lire qui s'appelle « Les stratégies de l'océan bleu ». Je vous le conseille vivement. Les stratégies de l'océan bleu qui consistent à, quand tu veux lancer un projet de formation ou bien un projet de restauration ou bien un projet de vêtements, projet d'une école de formation, quel est le premier risque? Tu ouvres une école de formation par là, 2 ans, 3 ans après, sur la première année, quelqu'un d'autre va ouvrir à côté de toi. Si tu ouvres un magasin de vêtements, 6 mois après, quelqu'un ouvre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de niche. Donc, il fallait transformer le projet en une niche. Une niche dans laquelle, c'est pas qu'il n'y a pas de concurrent, mais c'est quelque chose d'innovant. Donc, j'ai construit la plateforme qui s'appelle Pédamed. J'ai mis 2 ans, de 2012 à 2014. J'étais associé avec un Brésilien qui s'appelle Francisco Loyola, qui était à l'université de Montréal. C'est quelqu'un de très très compétent en matière des pratiques d'enseignement. On a lancé le projet ensemble. Puis, à un certain moment, il fallait faire du contenu. Et pour faire du contenu, il faut lire beaucoup de ressources. Et 90% des ressources étaient en anglais. Quand il y a un article en français, ça veut dire qu'il a été déjà fait en anglais 6 mois, 8 mois après une année qu'il part en français. Donc, vers la déchiqueteuse. Ceci dit, donc on a lu les environs de 1200 ou 1300 articles. Chaque fois, qu'est-ce qu'on a fait comme impact? Comme élément fondamental. Chaque fois qu'on mène une action, est-ce que cette action pédagogique a été décrite dans une thèse, dans un doctorat? Est-ce qu'il y a une littérature? On ne veut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas par intuition. Tout devrait être fondé. Et c'est ça ce qui nous a pris beaucoup de temps. Par la suite, il vient la phase de la construction des PowerPoint, c'est-à-dire des slides. On en a construit beaucoup, quelques 1200 aussi. Donc, il fallait choisir un design, les couleurs, remplir les PowerPoint, pas de construction de phrases, style télégraphique, et aussi 2 à 3 idées par PowerPoint. Et chaque vidéo ne devrait pas dépasser 5 minutes. Parce qu'au-delà de 5 minutes, la concentration, elle diminue. Et il fallait encore faire un bon rendu de la vidéo pour que, même avec un bas débit Internet, ça va passer. Il fallait les enregistrer. Il fallait les enregistrer. Il faut vérifier la qualité vidéo, la qualité du son, s'il n'y a pas des erreurs. Vous me voyez, je suis en train de parler un bon français, ça vous paraît? C'est moi qui ai fait le premier enregistrement. Beaucoup d'erreurs de prononciation. J'ai une voix cassée. Ça ne marche pas. Donc, on a pris un orateur qui s'appelle Ivan Dano, très très bon, dans sa langue maternelle. Il nous a fait de très très belles narrations. Une fois que tout est prêt, on a fait le montage. On a loué un serveur qui nous a coûté les yeux de la tête. Et on a commencé à installer la plateforme et à intégrer toutes les données. Mais avant ça, il faut un design pédagogique. Dans une formation, il faut
que le candidat se présente, pourquoi il est venu à la formation, qu'est-ce qu'il attend de la formation. Il faut des vidéos ciblées. Aussi, il faut une évaluation des apprentissages. Et sur quoi il va s'évaluer? Est-ce que sur les connaissances, les compétences? Il fallait prévoir aussi le transfert des connaissances. Qu'est-ce qu'il fait? Transfert des apprentissages plutôt. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a appris? À quoi ça va lui servir? C'est quoi qu'on va leur ajouter par rapport à ce qu'il a appris? Puis l'évaluation de la formation. C'est un tas de design pédagogique. Pour ceux qui m'écoutent et qui veulent se lancer en formation en ligne, la pièce maîtresse, la pièce centrale, c'est le design pédagogique intégré dans une formation en ligne. On est arrivé, ça a été évalué par la TELUC, il a été très bien apprécié, ça nous a rassurés. Mais on a commencé à travailler en Algérie en 2004, puis la première question que le public me posait, votre formation est-elle reconnue? Reconnue par qui? Reconnue par qui? Au nom de qui tu travailles? Pourquoi tu essaies de travailler ce sujet alors qu'on ne te reconnaît pas? Ça a été un gros problème. J'ai fourni des dossiers à tous les ministres en dehors du ministre actuel. Personne n'a résolu le problème. Personne. Donc j'étais obligé de m'adresser aux autorités locales canadiennes, la SOFIDUC, Société de formation d'éducation continue au Canada, et ça m'a pris 6 mois pour rédiger les normes. Ils sont venus vérifier. Asroni pour obtenir, on m'a apprécié comme un citron, pour obtenir ce que je voulais faire. Donc la société, elle existe au Canada, mais donc il fallait que je l'installe encore en Algérie. C'était ma population cible. Donc on est reconnu par SOFIDUC du Canada depuis 2014. Et on a commencé à travailler. Heureusement que j'ai fait ce qu'on appelle la gestion de projet. Un projet qui monte comme ça, il descend rapidement comme ça. Donc il fallait encore survivre pendant 3 à 4 années. Voilà ce qu'il fallait, toute la trajectoire par rapport à cette formation. Je partage avec vous, je ne sais pas si la zapette elle est là. Voilà le site, pedamed.org, accrédité par SOFIDUC Canada pour formation, conseil et soutien pédagogique pour ceux qui s'y intéressent. On en a 52 formations, il y a juste 22 qui sont disponibles. Aussi, on a pour problème d'accréditation. La plupart de nos formations en Algérie ne sont pas accréditées. Les ministres de la formation professionnelle, de l'enseignement ou de la santé vous donnent une autorisation d'exercer. Ils ne vous donnent pas une accréditation, une reconnaissance, parce que l'accréditation est reliée à la qualité de l'enseignement, à la qualité des apprentissages, donc au processus pédagogique. On a créé ça, ici en voie de développement également. Le deuxième, c'est le formateur. Comme vous le savez, la plupart de nos formateurs sont formés dans leur domaine disciplinaire. Ce sont des experts disciplinaires. Ça ne veut pas dire que tu es bon dans un métier, que tu sais le transmettre et tu sais l'enseigner. Ce n'est pas évident. Donc on a lancé le formateur.net. Il est actuellement disponible. Aussi, on a lancé par la suite pédaconsult.net. Si vous avez des difficultés en pédagogique dans votre enseignement, vous pouvez aller dans pédaconsult.net. Il y a 105 items de consultation en pédagogie. Quel est l'intérêt pédaconsult.net? Ce sont des consultations en pédagogie, mais elles sont innovantes. 2 en 1, c'est-à-dire tu prends un rendez-vous, on te donne la consultation, par la suite, il y a ce qu'on appelle un micro-apprentissage. Donc, consultation et micro-apprentissage, et ça donne quelque chose de formidable. Aussi, on a, voilà, ce que je viens de vous présenter, cette fleur, c'est pour signifier un verbe. C'est le verbe semer. Le verbe semer, il a beaucoup de sens pour moi. Semer de la pédagogie éventuellement. Pas éventuellement, sûrement. De la pédagogie, et semer, ça a du sens et de la signification, comme je viens de le dire, et parce que pour récolter beaucoup, il faut semer beaucoup. Et je me suis rendu compte au cours de mes formations que l'élément le plus important dans une formation, c'est la motivation et l'engagement. Ces 2 éléments, faut-il encore les semer? Je partage en dernier lieu avec vous
Hop, ça va venir. Hop. Ça va venir. Voilà, je partage avec vous ma dernière image. C'est mon quartier général. Je collabore avec un Français, il m'a présenté son bureau. Je lui ai présenté son bureau, il me dit ça, c'est pas un bureau. Ça, c'est un quartier général. Et c'est à partir de ce quartier général où je travaille pratiquement depuis 4h, 5h du matin, Ba'd Salat al-Fajr, jusqu'à 8h du soir. Je profite du décalage horaire de 6h. Je me lève tôt pour travailler le matin mon compte et toute l'après-midi, c'est pour la communauté algérienne. Si vous avez des questions, je suis disponible d'une manière formelle ou informelle. Larjan Dahman, pidamed.org, et je vous remercie. Vous pouvez rester s'il y a des questions. Donc, nous remercions Dr Larjan pour son intervention. Nous le remercions surtout pour son dévouement, pour son engagement, que ce soit pour les avancées